Nous sommes en 1898 et tu participes à des fouilles à Saqqara. Cet endroit, situé non loin du Caire, regorge de tombes anciennes et de pyramides. En bon aventurier, tu espères trouver quelque chose de vraiment cool et devenir célèbre. De l'or, des manuscrits, des cartes au trésor, des momies de pharaons. Mais tu trouves un oiseau en bois. Tu es très déçu. Ça ressemble à un simple jouet. Un jouet ancien, mais un jouet tout de même. Tu es alors loin de te douter que, dans quelques années, quelqu'un affirmera qu'il s'agit en fait d'un ancien monoplan. Cet objet, surnommé l'oiseau de Saqqara, est en bois de sycomore. Il a une envergure d'à peine 18 cm et pèse environ 40 grammes. Un beau souvenir de ton voyage en Égypte, à mon avis. Il a plus de 2000 ans et est assez simple, sans plumes gravées ni aucune autre décoration. Il a cependant un bec et des yeux, ce qui le fait un peu ressembler à un faucon, l'emblème du dieu Horus. Sa queue a quelque chose d'inhabituel, elle est carrée, étrangement droite, et on dirait qu'une pièce aujourd'hui manquante venait autrefois la compléter. Nous adorons résoudre les mystères, du coup, plusieurs théories ont été avancées au sujet de cet oiseau. La première, toute simple, est qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel. La deuxième idée est qu'il s'agissait du jouet d'un enfant né dans une famille aisée. Il pourrait s'agir d'une sorte de boomerang, très populaire dans l'Égypte ancienne. Enfin, selon une autre théorie, l'oiseau aurait été utilisé comme girouette. Mais cette théorie n'a pas été retenue, car la figurine ne présente aucun trou ou marquage, à l'exception de celui qui a été fait au musée du Caire pour la fixer sur son socle. Il n'y avait donc jadis aucun moyen de l'accrocher. Près d'un siècle après la découverte de l'oiseau, l'égyptologue Khalil Messia a proposé une nouvelle théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un modèle de monoplan. Selon lui, il manquait à l'oiseau un empennage horizontal. Par ailleurs, ses ailes étaient placées à angle droit, comme celles des avions modernes. Cela aurait pu servir à générer la portance aérodynamique nécessaire au vol. Le docteur Messia a également affirmé qu'il était courant à l'époque de placer des modèles miniatures d'inventions technologiques dans les tombes. Les anciens Égyptiens ont-ils vraiment inventé l'avion en 200 avant notre ère? Cela aurait beaucoup contrarié les frères Wright, que l'on considère comme les inventeurs de l'aviation. Ils n'ont effectué leur premier vol qu'en 1903. Afin de nous en assurer, il nous faudrait tester le modèle. Mais le musée égyptien ne laisserait probablement personne lancer en l'air cette précieuse pièce de collection. C'est pourquoi le concepteur de planeurs, Martin Grégory, a construit un modèle similaire, cette fois en balsa, et a pu conclure que même avec un empennage horizontal, cet avion n'était pas très performant. Affaire résolue. Et non. Une chaîne de télévision n'a pas trouvé cela convaincant et a donc invité un expert en aérodynamique à construire une autre réplique de notre oiseau. Il l'a testé dans des conditions similaires à celles de l'Égypte ancienne et a été impressionné par ses capacités. Ainsi, si le prototype d'un avion a bien été inventé à l'époque des pharaons, il s'agirait d'un OPART, ou objet manufacturé incongru, en français. Soit un objet anachronique, en avance sur son temps en termes de technologie ou d'histoire. Tu erres dans cette forêt depuis plusieurs jours. Tu as envie de boire, de manger et de dormir. Mais les cris effrayants des animaux ne te laissent pas te reposer la nuit. Tout est humide autour de toi et tu as extrêmement froid. Il n'y a aucun espoir. Mais tu continues à marcher à travers les buissons. Soudain, tu vois du mouvement du coin de l'œil. Là-bas, derrière les arbres. Que se passe-t-il? Un ours? Une panthère? Un couple de loups? La dernière chose que tu veux, c'est rencontrer un de ces dangereux individus. Mais non, ce sont les robots secouristes dont ils ont parlé à la télé. Plusieurs dizaines de machines remplissent la clairière. Elles ressemblent à des araignées de la taille d'un chien. Cette forme aide les robots à grimper aux arbres et à atteindre les sommets des montagnes. Leurs corps peuvent résister à des chutes de grande hauteur, affronter des animaux sauvages, le feu et l'eau. Ces araignées mécaniques sont trouvées grâce à leurs capteurs de mouvement et à leurs caméras thermiques ultra modernes. Voilà à quoi ressembleront les robots du futur. Et voici quelques robots d'aujourd'hui. Voici par exemple un robot oreiller tout doux avec une queue. Il peut bouger et recourber sa queue lorsque tu le touches. Quel est notre prochain objectif?
La colonisation de Mars? Excellent. Nous sommes prêts. Je vais juste chercher mon oreiller. Quelle est la probabilité que tu aies envie de manger une tomate pendant ton jogging? Admettons-le, les chances sont probablement très faibles. Et pourtant, des designers japonais ont construit le robot Tomatan. Tu es censé le porter sur ton dos comme un sac à dos. Pendant la course, il te suffit d'appuyer sur un levier spécial pour que le robot amène une tomate vers ta bouche. Il ne te reste plus qu'à mordre dedans. Au milieu du XXe siècle, les chimistes William Larson et Anthony Finelli ont eu l'idée d'un pneu sans chambre à air. Il pouvait être peint en rouge, jaune ou vert. Le pneu était semi-transparent. Les ingénieurs ont mis 18 ampoules électriques à l'intérieur. Les créateurs de pneus ont pensé que les gens aimeraient sûrement leur idée. Après tout, ils pouvaient faire correspondre la couleur des roues à celle de leurs vêtements. Malheureusement, les pneus lumineux n'ont jamais été mis en vente. Ils étaient beaux, certes, mais pas du tout pratiques. Si tu emportes toujours ton smartphone avec toi lorsque tu prends un bain, voici une invention pour toi. Il s'agit d'un stylet qui se fixe à ton nez. Tu peux l'utiliser pour toucher l'écran lorsque tes doigts sont mouillés. Le créateur de ce gadget est persuadé que cette invention te rendra plus productif. Moi, je pense que le stylet peut garder ton smartphone au sec, mais il te fera certainement mal au cou. Que dirais-tu d'un applicateur de beurre en forme de bâton de colle? Avec cette invention, faire des sandwichs le matin sera beaucoup plus facile. Le principal défi est de ne pas le confondre avec un vrai bâton de colle. Le baume à lèvres au bacon est un excellent complément aux barres de beurre. Ce produit est déjà vendu en ligne. Imagine que tu te frottes les lèvres avec un morceau de bacon frit avant de sortir. Ce n'est pas vraiment mon truc, mais chacun ses goûts. Voici les instructions sur la façon de fabriquer le moyen de transport le plus inhabituel de l'histoire de l'humanité. Étape 1, posez des rails sur le sol. Étape 2, mettez un tapis roulant dessus. Étape 3, faites courir des chevaux sur ce tapis roulant. Il s'agit d'un véritable moyen de transport construit en 1850 et appelé Impulsoria. Étonnamment, il a fonctionné. La locomotive pouvait se déplacer à une vitesse de 11 km/h et tirer 20 wagons. Mais les trains équipés de moteurs à vapeur se sont ensuite avérés plus pratiques. En 1901, un groupe de plongeurs a découvert la machine d'Anticythère dans une épave sous-marine près de l'île grecque du même nom. On l'a surnommée le premier ordinateur analogique du monde. Et on pense qu'elle date d'environ 100 ans avant notre ère. Le mécanisme en bronze pouvait indiquer la position du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles, ainsi que les phases lunaires, les dates des prochaines éclipses solaires, et même la vitesse à laquelle la Lune se déplace dans le ciel. Personne ne sait exactement qui l'a utilisé, ni comment ou où il a été fabriqué. Mais il est évident qu'il était extrêmement précis et bien trop avancé pour son époque. Prenons l'exemple de ce drôle de disque métallique. Un internaute a affirmé l'avoir trouvé dans un paquet normal de chips, saveur crème et oignon. Le disque portait un numéro de série, un poids et des informations sur son alliage gravées à sa surface. Malheureusement, il ne s'agit pas d'une pièce de monnaie ancienne, ni du prix d'un jeu concours. C'est le résultat d'un emballage défectueux. Les fabricants placent des objets en métal dans certains sachets pour tester le bon fonctionnement de leur détecteur à rayon X. C'est ainsi qu'ils empêchent les déchets métalliques contenus dans les sacs, tels que des écharpes de fer ou de minuscules éléments de machinerie, de terminer dans nos chips. Idéalement, le système à rayon X devrait détecter tous les paquets contenant des objets métalliques et les retirer de la circulation. Mais il semble qu'il fasse parfois quelques exceptions. Si tu trouves quelque chose de ce genre dans tes chips, il est donc légitime de contacter les fabricants pour les aider à éviter que d'autres personnes ne courent un risque. Ils devront mener une enquête interne, réparer les détecteurs de métaux et documenter la chaîne de production. Mais la question la plus importante est manger ou ne pas manger? Les chips sont peut-être comestibles, mais il ne faut pas oublier que ce disque n'était pas tout à fait stérile lorsqu'il a atterri dans la chaîne. Mais pas d'inquiétude, les fabricants envoient généralement quelques boîtes de leurs produits et quelques bons d'achat en guise d'excuse. Et puisque nous parlons des mystères de l'emballage, sais-tu pourquoi les fabricants de chaussures placent souvent ces petits patchs dans leurs boîtes? Dans certains cas, ils présentent simplement des échantillons des matériaux utilisés dans la fabrication des chaussures. Mais d'autres ressemblent à de petits souvenirs qui peuvent être utilisés pour agrémenter tes lacets ou comme porte-clés parce qu'ils ont un trou spécial sur le dessus ou même une petite chaînette. Par ailleurs, les médailles métalliques qui accompagnent les chaussures peuvent faire d'excellentes tirettes de fermeture éclair pour les manteaux d'hiver ou les sacs.
En tout état de cause, il s'agit là d'une nouvelle opportunité pour les fabricants de chaussures de se rappeler aux bons souvenirs de leur clientèle. Si tu trouves une telle plaquette dans ta boîte à chaussures toute neuve, ne te précipite pas pour la jeter à la poubelle. Peut-être qu'un jour tu pourras la revendre aux enchères comme un rare vestige du passé. Un dé à coudre ordinaire permet de se protéger le pouce pendant la couture. Il a l'air plutôt compact et pratique. Mais qu'en est-il de cette pièce de proportion épique ? S'agit-il d'un dé à coudre médiéval pour les chevaliers, d'un outil de menuiserie ou d'un accessoire d'Halloween ? En fait, il s'agit d'un protège-doigts ancien pour égrener le maïs et s'acquitter d'autres tâches similaires. Il est doté d'un bracelet en cuir pour le fixer au poignet et d'un maillage spécial qui lui confère de la souplesse. On peut également le voir sur des gants à huîtres ou certains gants de boucher, car cet outil était utilisé pour protéger son propriétaire des objets tranchants. Ce modèle particulier a été breveté au début du XXe siècle aux États-Unis. Imagine maintenant que tu te promènes dans les bois et que tu te retrouves face à cette scène. Quelqu'un a enduit de graisse une boîte en plastique bleu, l'a attachée à un sac et a accroché le tout à un arbre. Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Il s'agit d'un piège à temps de fortune. Des études ont révélé que ces mouches étaient plus attirées par les objets bleus, d'où la couleur du piège. Contrairement aux mouches ordinaires, les tans infligent des piqûres douloureuses qui peuvent provoquer des réactions allergiques et propager des maladies. Si tu veux éviter d'attirer l'attention de ces vilaines bestioles, ne porte pas de vêtements bleu vif au cours de tes randonnées. Quant au sac poubelle qui se trouve au fond, il a probablement été laissé à dessein pour jeter la boîte en plastique une fois qu'elle aura fait son office. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, n'oubliez pas non plus vos genoux. Un internaute a vu cette ceinture inhabituelle qui enserre les genoux dans un avion et l'a partagée en ligne pour comprendre son utilité. Des idées ? Il s'agit d'un système de soutien du dos avec une sangle pour les genoux. Ce produit est conçu pour soulager et prévenir les tensions lombaires causées par l'avachissement et les mauvaises postures. Leurs propriétaires peuvent l'utiliser au quotidien pour s'asseoir ou conduire plus confortablement. Contrairement aux chaises ergonomiques, ce système est aussi pratique que compact. Même les astronautes de la NASA l'ont utilisé lors de missions spatiales afin d'épargner leur corps. As-tu déjà trouvé un vieux bocal de sorcière rempli d'un liquide étrange et mystérieux ? Si la réponse est oui, tu sais sans doute qu'il est déconseillé d'ouvrir un vieux récipient avant d'être sûr à 100% qu'il ne présente aucun danger. Mais qu'en est-il de cette découverte déroutante ? Tu parierais que cette substance blanche et dufteuse est toxique. Ne t'inquiète pas, l'inconnu n'est pas toujours synonyme de danger. Ce ne sont que quelques cocons de verre à soie. Certains les conservent en souvenir des anciennes manufactures et d'autres les utilisent comme soin cosmétique pour éliminer les points noirs et obtenir une peau éclatante. Voici un autre exemple de découverte d'une bouteille bizarroïde. S'agit-il d'un piège à génie ou d'un étrange cruchon ? Eh bien, la première supposition n'est pas loin du compte, car c'est une lampe à huile. Avant que tout le monde n'ait accès à l'électricité, ces lampes pesantes et ouvragées permettaient de produire de la lumière. Certaines ont une conception plus compliquée que d'autres, car elles sont équipées de miroirs ou de réflecteurs, ou encore de détails particuliers permettant de réduire la chaleur de la flamme. Mais cette technologie reste assez basique. On met de l'huile dans le récipient et une mèche dans le bec de la lampe. Lorsque tu allumes la mèche, la flamme brûle à l'extrémité du bec. Tu peux alors transporter cette lanterne avec toi comme une petite bougie, et tu auras tout le loisir de réfléchir à tes 3 prochains souhaits. Accroche-toi car le prochain risque de te choquer. Tu as une idée de ce que ça peut être ? Une tortue préhistorique ? Un bijou de haute couture ? Ou un envoyé d'une autre planète ? Non, ce sont les dents de la gorge d'un malaquigan d'eau douce. De l'extérieur, les malakigans ressemblent beaucoup à d'autres poissons, mais ils possèdent un ensemble unique de dents en forme de molaires, regroupées à l'arrière de leur bouche. Ces dents sont placées juste à l'entrée de la gorge et l'agencement de celle-ci varie en fonction de l'espèce et de son régime alimentaire. Cela explique pourquoi les photos de leur gorge effrayante sur Internet diffèrent légèrement les unes des autres. Il semblerait que ce schéma soit destiné à répugner les personnes atteintes de trypophobie. Mais en fait, ces dents aident à décomposer les aliments durs tels que les mollusques et les crustacés. Une salle de musique à 10 000 mètres d'altitude. Vous oublierez que vous êtes dans un avion. Voilà qui aurait pu être le slogan d'American Airlines à une certaine époque. 50 sièges de chaque Boeing 747 ont été retirés et l'espace ainsi libéré a été utilisé pour créer un salon pour les passagers avec des fauteuils, des tables à cocktails et même un piano électrique Wurlitzer.
Leurs passagers pouvaient chanter leurs chansons préférées en pianotant sur les touches de l'instrument pendant les longs vols à travers le pays. Le luxe en classe éco. Au début des années 80, Continental Airlines a installé des pubs polynésiens dans certains de ses DC-10. Il s'agissait de petits bars avec des snacks et des boissons, des tables rondes et des chaises pivotantes. Il y avait aussi une console de jeux vidéo Pong. La compagnie a adopté une approche qui mérite d'être remarquée. Ce petit luxe était réservé aux passagers de la classe économique. Alors imagine ce qui était réservé à la première classe. Dîner et vol premium. La plus grande compagnie aérienne australienne, Qantas, s'est targuée de proposer un luxueux salon de première classe du capitaine Cook. La compagnie a transformé le pont supérieur de ses Boeing 747 en un véritable restaurant. Tout y était. Des mets raffinés, des vins de qualité et une bonne compagnie. Des fleurs pour preuve. La Pan American World Airways a fait la publicité du 707 Clipper comme étant une machine sans vibration. Ils ont mis des fleurs fraîches dans un vase sur chaque table pour montrer aux passagers que l'eau ne se renversait pas sur leurs genoux pendant le vol. Jusqu'à la fin des années 70, la Pan Am a proposé ces fleurs fraîchement cueillies. Pas terrible en cas de turbulence, mais tellement romantique. Des lits entiers. Dans les années 40, tout le monde avait le privilège de dormir confortablement pendant un vol. Sur le Boeing Stratocruiser, les sièges étaient spacieux et pouvaient être transformés en lit complet. L'avion comportait même des vestiaires spacieux où les passagers pouvaient mettre leur pyjama ou une autre tenue. Les temps ont bien changé. Couleur loufoque. Jusqu'au milieu des années 60, les avions étaient peints en couleur claire ou pas du tout. Le seul point lumineux était généralement une bande colorée le long du fuselage. Mais la compagnie aérienne américaine Banif International a décidé de ne pas faire comme tout le monde. Elle a engagé un célèbre architecte et décorateur d'intérieur, Alexander Girard, pour rendre ses avions plus lumineux. Il a utilisé une palette vibrante qui comprenait des nuances telles que le violet métallisé et le jaune citron. Mais pourquoi se lancer dans des travaux de peinture bizarres quand on peut faire des avions loufoques, comme par exemple le tonneau volant. Officiellement appelé le Stipa Caproni, c'était l'un des avions les plus drôles de l'histoire de l'aviation. L'ingénieur italien Luigi Stipa l'a conçu pour que son hélice se trouve à l'intérieur du fuselage volumineux en forme de tonneau. Cet avion à l'aspect bizarre s'est en fait révélé silencieux et assez stable en vol. Le seul inconvénient était sa vitesse. Il ne pouvait pas aller plus vite que 130 km/h à cause de son manque d'aérodynamisme, ce qui n'était pas beaucoup, même dans les années 30. Un super bateau-avion à 9 ailes. Comment pourrait-on le surnommer autrement ? Officiellement, c'était le Caproni CA60. Oui, le même constructeur qui a conçu l'étrange design en tonneau de Luigi Stipa. Si tu te demandes si cette chose pourrait vraiment voler, la réponse est « pas vraiment ». Il a fait un bref vol inaugural, mais n'a pas eu autant de chance lors de sa deuxième tentative.